Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les likes, les commentaires et les abonnements. J'ai dit merci pour le partage. Je vous prie de partager la vidéo d'aujourd'hui parce que je pense j'ai fait une bonne analyse et ça pourra nous aider tous. Alors d'abord, je vais commencer par dire merci à Dieu parce que nous avons vraiment quelqu'un de bien qui nous dirige. Quelqu'un de bien qui nous dirige. Moi, personnellement, je pense que le pays est entre les bonnes mains. Je ne parle pas du gouvernement général. Je parle d'une personne ou de deux ou trois qui sont là-bas au gouvernement et qui nous conduisent vers quelque chose de grand. Alors, quand vous voyez les choses qui se sont passées dernièrement au niveau diplomatique, nous allons de victoire en victoire. Chaque jour se passe quelque chose. Par exemple, hier, je voulais commenter la sortie médiatique du chairman euh, Jean-Pierre Bemba. Mais j'avais le sentiment que quelque chose de plus grand arrive, quelque chose de plus grand arrive. Et le soir, il y avait l'article des Reuters, de Sonia Rollet et de David Davis. Je pense que tu peux trouver aussi cet article en français chez M. Clément Mwamba d'Actualité CD, où on parle de la décision des États-Unis clairement se positionner pour demander d'abord, avant qu'il y ait les accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, d'abord que le Rwandais se retire avec les armes, avec hommes et armes de la République démocratique du Congo. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Et c'est ce qu'on veut analyser ensemble. Alors, il faut vraiment partager, parce que ça peut arriver même à la présidence de la République. Alors, mon titre est que, comment j'ai écrit ça? Le titre, c'est « Et si les États-Unis ont tranché un moment exceptionnel de clarté diplomatique. » Un moment exceptionnel de clarté diplomatique énorme dans la géopolitique africaine. Alors, je voulais vraiment commencer d'abord par lire les psaumes 124 et dire merci à Dieu, parce que vraiment, je ne sais pas, mais peut-être je ne sais pas, il faut être vraiment méchant, il faut être vraiment peut-être tribaliste, il faut être vraiment, je ne sais pas, animé d'une mauvaise foi pour ne pas reconnaître ce que Tshisekedi est en train de faire de notre pays. Nous étions vraiment au niveau diplomatique, nous étions perdus, complètement perdus. Mais regardez depuis un certain temps, tout le jour qui se passe, c'est comme tous les jours. Par exemple, ces quelques jours ici, ça s'est succédé. Les nouvelles, les bonnes nouvelles se sont succédées sur le plan diplomatique. Et c'est pour cette raison, moi, je vais dire merci à Dieu, tout simplement, que nous avons à ce moment présent de l'histoire de notre pays, Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République. Que tu l'aimes ou pas, c'est Dieu qui l'a établi là-bas. Et moi, comme un homme de foi, je le soutiens. D'ailleurs, tous les hommes de foi doivent soutenir Tshisekedi. Si vous croyez en Dieu et que vous savez que toute autorité vient de Dieu, la Bible dit, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 jusqu'à 4. Et si nous voulons de la bonne gouvernance, nous devons prier pour les gens qui nous dirigent, pour que nous ayons une bonne gouvernance. Ce n'est pas la démocratie, une bonne gouvernance. C'est mieux que la démocratie. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison Dieu nous donne les leaders dont on a besoin. Donc, pour vraiment avoir un bon leader, il faut demander à Dieu. Et moi, je pense que Tshisekedi, c'est la réponse à la prière de beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de signes. Par exemple, ceux qu'on est en train de vivre maintenant. Là. Ok, mais assez de prédications, assez d'encouragement. Alors, je vais d'abord commencer par lire ces psaumes, les psaumes 124. Notre âme aurait été avalée par la colère des hommes, noyée dans le zoo de la tempête. Cependant, l'Éternel nous a sauvés, nous a protégés et notre secours est dans son nom. Ça veut dire tout simplement que la protection et l'aide de l'Éternel, sans la protection et l'aide de l'Éternel, nous serions la proie à la violence et au malheur de la Senko. Et c'est des gens méchants. Hein? Ils voulaient vraiment
mettre la République, tuer Tshisekedi, mettre la République en désordre. Vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, si tu es chrétien, tu connais ta Bible, la Bible dit, Jésus lui-même l'avait dit, tuer le berger, tuer, si tu veux vraiment disperser les troupeaux, tuer le berger et vous mettez du désordre chez les troupeaux. Et c'est ce que ces gens-là voulaient faire, tuer Tshisekedi pour mettre la République démocratique du Congo vraiment dans les chaos. Et si vous soutenez ces gens-là, vous soutenez les chaos. Je dois être honnête. Parce que tuer, avoir les comploter pour tuer Tshisekedi, c'est comme la Bible dit, tuer le berger. Alors, ce n'est pas ça mon problème. Il faut comprendre que l'Éternel vraiment est en train de protéger notre pays et il a mis à la tête de notre pays Félix Antoine Tshisekedi et vraiment il faut regarder le travail qu'il est en train de faire au niveau diplomatique. Je ne parle pas au niveau de tous les gouvernements, mais au niveau diplomatique, il y a des victoires significantes, très significantes. Alors, c'est là, on va aujourd'hui parler de l'une de ces victoires significantes qui est arrivée hier. Vous voyez, c'est pourquoi je vais peut-être parler de la sortie de Jean-Pierre Bemba juste à la fin, peut-être même pas. Parce que vraiment, c'est pas, beaucoup de gens se perdent dans les discours inutiles, se perdent dans les choses inutiles. Mais les choses vraies, c'est ce qui est dans l'article de Reuters. C'est là où il y a vraiment à boire et à manger. Alors, je dois peut-être commencer par ce que Jean-Pierre Bemba disait à propos de Tshisekedi. Permettez-moi que je boive quelque chose. Hein? Alors, la première des choses que je veux dire, je dis que Tshisekedi, c'est un bon dirigeant pour notre pays. Pourquoi? Il refuse de boire le poison rwandais. Quel est le poison rwandais? Je pense que le poison rwandais, c'était de vendre du mensonge aux Rwandais, aux Congolais, de leur promettre le pouvoir et tout ça. Tshisekedi a refusé de boire ce poison-là. Alors, et il a réclamé l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Il est en train de travailler pour la reconstruction et la restructuration de l'armée. Dernièrement, on a arrêté beaucoup de généraux qu'on suppose être traîtres. L'une des choses que Tshisekedi a fait, c'est de déclarer les Wazalendo comme des gens qui se battent pour un gain quelconque, pour la dignité, pour protéger leurs terres, leur vie. Alors, vous comprenez que même quand on parle de tous ces accords-là, on ne parle plus de Wazalendo, c'est une victoire énorme. On ne peut plus comparer les Wazalendo M23, c'est une victoire énorme. Alors là aussi, au niveau de l'armée, on est en train vraiment d'extirper l'armée de toutes les trahisons, C'est pourquoi Jean-Pierre Bemba a dit « L'histoire va reconnaître Tshisekedi comme la seule personne qui a sauvé la RDC de la colonisation rwandaise. » Là, peut-être je suis en train de paraphraser, mais c'est quelque chose comme ça qu'il avait dit. Il a une mission, nous libérer de la domination rwandaise. Et c'est pourquoi moi j'ai écrit, nous devons dire merci à Dieu pour la présidence de Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, parce que Félix Antoine Tshisekedi a mis au devant dans les négociations, il a dit d'abord la souveraineté et l'intégrité territoriale. Voilà maintenant ce que les États-Unis ont pris comme décision. Une demande catégorique du gouvernement congolais. Nous demandons les retraites totales des troupes rwandaises comme condition non négociable, comme condition sans concession avant de signer les accords de paix. Alors, il y a sur notre territoire à peu près soit 7 000 à 12 000 hommes armés matériels qui doivent quitter la République démocratique du Congo. Alors, un langage de fermeté et indétermination. Quand vous lisez ça, c'est un langage ferme et on sort de la détermination. Et c'est ce qui a conduit à ce que nous commentions aujourd'hui, c'est que la République démocratique du Congo est en train vraiment de faire au niveau international. Alors, la position de la République démocratique du Congo a conduit les gouvernements américains à dévoiler les contenus des accords
ou ce qui pourra être dans les accords, dans l'article des Reuters. Moi, je pense que ce n'est pas du hasard. Ils ont mis ça pour que nous, on sache. C'est de la communication pour qu'on sache sur quoi, qu'est-ce qui se passe. La position du M23, il y en a dedans. La position du Rwanda, il y a dedans. La position de la République démocratique du Congo, il y en a. On veut aussi faire pression sur le Rwanda, parce que vous avez attendu que depuis qu'ils ont reçu les drafts, ou les brouillons des accords, ils n'ont pas encore remis les accords. C'est la seule raison. Il y avait les images de NBC, c'est la seule raison. Il y a cet accord qui a été fuité. Alors, la position des États-Unis devient tellement claire. C'est pourquoi je parlais d'une clarté diplomatique. Ça n'arrive pas comme ça. C'est tellement clair qu'il n'y a même pas à interpréter. Tout le monde comprend la position des États-Unis. Le Rwanda doit retirer ses troupes du Congo avant que l'accord soit signé. Le Rwanda doit prendre toutes les mesures pour assurer que les M23 se retirent des territoires qu'il contrôle en accord avec les accords de Doha. Vous comprenez? Maintenant, vous comprenez pourquoi les gens du M23 disaient ce sont nos terres, nous, on ne va pas quitter de ces terres. On leur demande, dans les accords, on leur a demandé, vous devez quitter. Vous devez désarmer et quitter. Et ils disent, on ne va pas quitter parce que ce sont nos terres. Où est-ce que nous allons aller? Alors, vous comprenez d'où venaient les réactions. Maintenant, on comprend pourquoi les gens étaient en train de réagir comme ça. Quel est le but? Pourquoi les Américains demandent que les États, que le Rwanda signe sort ses militaires avant même que l'on commence avec la signature des accords. Le but, c'est que le gouvernement américain veut investir des milliards dans cette région de l'Est où ils disent qu'il y a beaucoup de richesses. Alors, ils veulent vraiment faire venir beaucoup d'investissements occidentaux dans cette partie de la République. Alors, nous, on va s'occuper maintenant de la réaction de Rwandais. Vous connaissez la réaction des Rwandais en général et ils parlent toujours d'instrumentalisation. Maintenant aussi, le Congo a instrumentalisé les États-Unis ou parle de manipulation. Lui-même, Kagame, ou même son ministre des Affaires étrangères, parle de la manipulation. On constate tout simplement que le système de lobbying que le Rwanda avait établi, qui faisait que le Rwanda pouvait tuer impunément en République démocratique du Congo, mais pas de condamnation, ça ne marchait plus. Ça aussi, c'est une victoire. Non pas seulement ça, les multinationales par lesquelles les gens-là, ils vendaient, non? C'est qu'ils volaient en République démocratique du Congo. Ces gens-là préfèrent maintenant acheter directement à République démocratique du Congo. Ce qui conduit les gouvernements rwandais à être froissés et à être agités. Si vous voyez vraiment, ils sont très, très, très agités à ces moments. Je ne sais pas si vous suivez leur télé ou leur sortie médiatique, mais les gens sont très, très agités là-bas. Alors, les temps de Kagame, où il pouvait marcher en RDC, faire ce qu'il voulait, prendre, tuer, violer, ce temps-là est révolu. Maintenant, il ne peut plus faire ça de façon libre. Et c'est ce qui fait que cette perte-là, les rend très mélancoliques, les rend très déprimés, les rend très froissés. Les rend vraiment très, très froissés. Alors, nous apprenons aussi de cet article que jusque hier, alors si je comprends bien, c'est comme si on avait envoyé les drafts aux deux gouvernements, c'est comme si le gouvernement de la République démocratique du Congo a déjà remis la réponse au département d'État, mais les affaires étrangères du Rwanda n'ont pas encore remis jusque hier. Et je crois, mais c'est l'une des raisons, il y a la fuite même de cet article dans Reuters. Alors, ils n'ont pas encore remis, ce qui fait qu'ils sont en train de traîner le pied. Vous comprenez maintenant même la réaction ou même les communiqués de presse du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo quand les Rwandais étaient en train de se lamenter sur leur sortie de la CAC. Alors, je veux lire, c'est délicieux. Il faut boire quelque chose parce que c'est tellement délicieux. Nous, les Congolais savent écrire des choses.
C'est délicieux. Le Rwanda a tendance, le Rwanda a une tendance inquiétante à se retirer des traités dès qu'une redevabilité est exigée. Alors vous comprenez que par là, c'est comme si le gouvernement de la République démocratique du Congo a déjà renvoyé la réponse au département d'État est en train de dire, mais c'est comme si le Rwanda, comme à Luanda, ils sont en train aussi de faire la même chose avec les États-Unis. Ils ne veulent pas prendre les responsabilités. Ils ne veulent pas aller signer les accords de paix pour des accords pour qu'il y ait la paix dans la région. Alors, vous comprenez, c'est vraiment délicieux, ces communiqués. Alors maintenant, pourquoi Kagame ou même le Rwanda, ou disons leur administration réjouie, est en train de réagir comme ils sont en train de réagir? Alors, la première des choses, j'ai l'impression que dans ces accords-là, on a reconnu ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi disait toujours, et c'est presque la même chose dans les accords de principe, qu'il est reconnu par les États-Unis que le Kagame est le commandant suprême ou le commandant en chef, le génitaire du M23 AFC. Autrement dit, les M23 sont reconnus comme des pantins. C'est que Tshisekedi est des terroristes, des pantins. C'est pourquoi ils doivent s'attendre à des sanctions très sérieuses s'ils refusent de signer ces accords. Attendez encore. Alors, la deuxième chose, pourquoi ils résistent comme ça, les images satellitaires et même le draft qui a été envoyé au Rwanda donnent 100% raison à Félix, alors qu'ils avaient toutes les raisons qu'ils étaient en train d'avancer pour faire cette guerre-là à l'Est ont été complètement déboutés. Donc, c'est ce qui fait que ces gens-là sont en train de se comporter comme ils se comportent. Une autre raison, une troisième raison, les États-Unis reconnaissent que ce n'est pas une guerre civile, ce n'est pas une rébellion politique, ou je ne sais pas qu'est-ce que les gens étaient en train de dire, une rébellion politique ou une opposition armée. Ce n'est pas une opposition armée, ce n'est pas une guerre civile, mais plutôt c'est une invasion, une agression, et les causes profondes ne sont pas celles que, comme Kagame disait toujours, les FDLR, parce que les FDLR sont seulement une figure imaginaire pour effrayer et dissuader la communauté internationale de condamner le Rwanda sous les fonds de commerce et de génocide. Hein? Et l'autre, il disait que ce sont des mesures défensives. Il y avait aussi les discriminations de tout type, les génocides de tout type, le cannibalisme. Et tout cela, c'était vraiment un camouflage pour masquer la présence d'à peu près 7 000 hommes à 12 000 hommes sur le territoire congolais pour voler les minéraux. Alors Tshisekedi disait, ils sont au Congo pour voler les minéraux. Ce n'est pas la guerre pour libérer, mais c'est pour voler les minéraux. Alors ça aussi, ça les froisse parce qu'ils sont complètement maintenant dénoncés comme des voleurs. Ils sont des voleurs de minéraux. Alors, c'est là où la situation de la Senko, de Kabila et même de Katoumi devient très précaire. Parce que si les États-Unis ont établi, et toute la communauté internationale établit maintenant, que le Rwanda, ce qu'ils appellent les causes profondes, il n'y en a pas, c'est une agression, c'est une invasion du Rwanda. Alors, on ne peut plus parler à ce moment-là, on ne peut plus parler d'un certain dialogue pour les cohésion nationale et tout ça. Maintenant, on comprend que le chairman, Jean-Pierre Bemba, a raison de dire que tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'était simplement un complot pour avancer Félix-Antoine Tshisekedi du pouvoir. Moi, j'étais toujours en train de vous le dire. Je le répète, maintenant, je me sens vraiment confirmé dans ce que je disais, dans mes analyses. C'était des gens uniquement là pour tuer le Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, l'une des choses, par exemple, qui étonne, que ces gens-là
Donc, c'est Kabila qui a facilité les rencontres avec Kagame. C'est Kagame qui a facilité les rencontres avec Ruto, avec Museveni, qui a facilité les rencontres avec la France. Vous comprenez comment ces gens-là étaient en train vraiment de faire du mal à la République. Donc, ils étaient tout simplement en train de rouler pour la République du Rwanda ou pour Paul Kagame. Alors, maintenant, aussi, le quatrième point, pourquoi ça énerve le Rwanda, ils ne sont pas encore prêts à remettre les drafts. Je ne sais pas s'ils vont le faire cette semaine, mais jusque-là, il n'y a pas encore rien fait. Les Américains ont dit qu'ils ne veulent pas prendre beaucoup de temps pour ces négociations, plus ou moins 2 mois, ils ont dit. Vous connaissez quand ils signaient la déclaration de principe dans le discours d'Olivier Nduhungirehe, il disait que non, et ils ont besoin de temps. C'est un processus long, ils ont besoin de temps. Alors, et ils pensaient que non, les États-Unis vont peut-être ralentir, les États-Unis veulent faire ces choses-là au moins dans 2 mois. 2 mois. Mais je pense maintenant ça a dépassé, alors il y a de la pression, et pour 2 mois maximum. Alors, les Rwandais pensaient qu'ils allaient gagner du temps comme ils sont habitués à faire avec nous, Luanda, Doha, Turquie, EAC, SADC. Donc, ils pensaient qu'ils pouvaient aussi manipuler, ils pouvaient aussi vraiment manipuler les États-Unis comme ils manipulent l'Afrique. Alors, ça n'a pas marché. Alors maintenant, pour les États-Unis, la priorité devient non pas la paix en général comme ça, mais la priorité devient d'abord l'intégrité et la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo, avec le but naturellement de venir investir. La question maintenant est de savoir si Kagame refuse, qu'est-ce qui va se passer? Si Kagame refuse, s'expose-t-il lui-même à si Kagame maintenant refuse d'aller à Washington pour signer les accords, ça devient la même chose, comme s'il ne voulait pas aller à Luanda. Alors, c'est lui qui devient maintenant, comme le président du Burundi disait, Kagame, elle, est un obstacle pour la paix dans la région. Alors, vous comprenez que la situation de Kagame est très, 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 très précaire. C'est pour cette raison. Je pose cette question et répondez-moi dans les commentaires. Kagame peut-il défier Trump? Va-t-il aller à Washington pour signer les accords de paix avec la RDC ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne ma lecture. Je vous donne ma lecture. Ça, c'est ma lecture à moi et je vous la donne. Vous savez, Kagame ne comprend qu'un seul langage et c'est le langage de la guerre. Kagame ne comprend un seul langage que le langage de la force. Lui, il est toujours dans les rapports de force. Alors, quand il n'arrive pas à vous manipuler, c'est le président qui avait dit ça, s'il n'arrive pas à vous manipuler, il va utiliser la force. Alors, moi, je pense que le Rwanda ne quittera pas la République démocratique du Congo. Les 7 à 12 000 troupes rwandaises ne quitteront pas la République démocratique du Congo comme ça. Ça, c'est moi qui le dis. Ça peut être faux, mais je vous dis ce que je pense. J'ai déjà la vidéo qui venait de passer. J'avais dit que le Rwanda est en mode survie. Alors, le Rwanda est en mode survie. Et parce qu'ils sont en mode survie, la seule option qui leur reste, parce qu'au niveau diplomatique, il n'y a plus d'issue pour eux, ils sont coincés, cernés, alors dos au mur. La seule issue que moi je vois, la seule option que moi je vois pour le Rwanda, c'est de continuer à faire la guerre, de continuer à faire la guerre. Alors, je vais vous lire un commentaire, non? Dans un des discours de Paul Kagame, c'est que Paul Kagame lui-même avait une fois dit, juste pour étayer ou tout au moins pour cimenter mon argumentaire. Je ne peux pas me permettre de me comporter comme vous voulez que je me comporte face à ces problèmes. Je ne peux pas. C'est une question de vie ou de mort. Pour moi et mon peuple, pour vous, c'est juste quelque chose dont vous parlez, quelque chose que vous gérez
en pensant un coup de fil ou en donnant des instructions pendant que vous jouez au football, au tennis ou au golf. Un simple clignement d'œil ou à un mauvais moment, c'est une question de vie et de mort. Nous ne sommes pas les mêmes idiots que vous avez côtoyés il y a 50 ans. Pas du tout. Loin de là. Alors vous comprenez que quand quelqu'un parle comme ça, c'est que lui, il prépare vraiment la guerre. Il comprend qu'un seul langage, la guerre. Ils sont à mode de survie, vie ou mort. C'est comme ça qu'il pense. Soit nous mourons, soit on survit. Alors pour survivre, il faut combattre. Alors il faut s'attendre à ce que la guerre continue. N'oubliez pas que dans tous les discours, suivez tout ce que Kagame dit. Quand il parle du Congo, quand il parle de la guerre à l'Est, il parle toujours de gagnant-gagnant, 50-50. Chacun doit partir avec quelque chose. Dans tout ce que moi je venais de lire, Kagame n'a rien. Kagame n'a rien. Alors lui, il va faire la guerre. La deuxième chose, il pense que son armée est supérieure à la nôtre. J'avais dit qu'il pense que son armée est disciplinée, supérieure à la nôtre et que notre armée est faible. Donc, la paix se gagne sur les champs de bataille. Alors, comme on dit, qui prépare la paix, prépare la guerre. Donc, si tu vas avoir la paix, tu dois venir me l'arracher. Et nous sommes déjà sur le terrain, vous devez venir nous arracher. Donc, c'est pourquoi je pense que Kagame ne quittera pas, mais au contraire, il va vouloir faire la guerre. Il doit vouloir faire la guerre pour demander quelque chose, recevoir quelque chose, le 50-50 dont il demande toujours. Alors, Kagame veut aussi imposer le dialogue à Félix. Surtout parce que quand vous lisez cet article, quand vous lisez l'article de Reuters, tout comme l'article de la traduction de M. Mwamba, ou je ne sais pas son article, quand vous lisez cela, vous allez comprendre qu'à Doha, le gouvernement a donné une concession énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit comme ça, ils ont mis, les M23 AFC doivent ou peuvent participer à un dialogue national sur les mêmes pieds d'égalité avec les autres groupes armés non étatiques de la RDC. Ce qui veut dire que les M23 AFC, Kabila, Katumbi, Senko et CC, ils ont vraiment besoin de ce dialogue-là. D'ailleurs, c'est la faute même de Fayoulou parce qu'il demande ce dialogue-là qui doit être dirigé par la Senko et CC. Maintenant que nous savons qu'il roule pour le Rwanda, je venais de le montrer. Donc, et le Rwanda, tout au moins, Kagame pense qu'au travers de ce dialogue-là, il peut toujours garder quelque chose comme une forme d'influence sur le gouvernement de la République démocratique du Congo. D'où ma conclusion. Dans ma conclusion, j'ai trois points que je vais adresser avant de parler des implications pour Kagame, pour le Rwanda, pour Kagame, pour Katumbi et les autres. Alors, à ma conclusion, il faut que la République démocratique du Congo soit prête à la guerre et vraiment, il faut infliger à Kagame des défaites ou même faire qu'il y ait la guerre jusqu'au Rwanda, remettre la guerre d'où elle vient pour que nous, on arrive à la paix le plus rapidement que possible. De deux, pas de dialogue avec Senko et CC, surtout ces fameux dialogues inclusifs pour absoudre le M23 AFC. Surtout parce que c'est l'une des raisons, il faut leur donner un dialogue. Il faut qu'ils soient dans ce dialogue-là. Alors, si on accepte de donner le dialogue, les M23 reste un groupe qui est pour moi, comme on dit, terroriste. C'est un groupe dangereux. Alors, il ne faut pas vraiment donner à ces gens-là la possibilité de venir vraiment parler comme des gens normaux. Ce sont des gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont pillé, qui ont détruit notre pays. On ne peut pas leur donner une certaine immunité, une certaine impunité, un certain je ne sais pas quoi, amnistie ou je ne sais pas question. Alors,
C'est ce qu'eux, ils veulent au travers de ce dialogue et surtout le dialogue. Maintenant, je comprends vraiment combien les gens de Senko et CC sont vraiment des sadiques, comme on dit, de petits diables ou je ne sais pas quoi. Donc, ils voulaient nous imposer, ils ont manigancé avec Kabila, Katumbi et tout ça pour nous imposer nous imposer la volonté de Kagame. C'est vraiment grave. C'est vraiment une trahison à un niveau, je ne sais pas décrire. Alors, si le Rwanda ne va pas à Washington, la première des choses, il y aura des sanctions directes sur le Rwanda, des sanctions économiques dures. Alors, Kagame disait toujours, il faut serrer la ceinture. Alors, il faut dire aux Rwandais, serrer la ceinture, parce que si votre dirigeant, votre président ne va pas signer les accords, ne retire pas vos troupes de la République démocratique du Congo, on va vous punir, vous serez punis et ça va être très, très dur. La résolution 2773 sera appliquée, va devenir effective et je pense à ce moment-là, les Rwandais, les militaires rwandais et même les M23 devront être chassés par les armées de la coalition. Il y aura une coalition qui va venir pour chasser M23 AFC. Alors, une autre chose que je pense, s'il n'y a pas de coalition, c'est que les États-Unis vont travailler avec nous ensemble, nous aider au niveau militaire, réforme de l'armée, nous fournir les équipements militaires, nous fournir surtout les images satellitaires pour que les FRDC fassent le job. Alors, voilà ce que moi je pense. Alors, le Rwanda veut se faire sortir de la RDC par la force et non par la signature des accords. Alors maintenant, quelles sont les implications que je vois quelles sont les implications pour le Rwanda? Les Rwandais sera sanctionné et il y aura la guerre. Alors, vraiment, je suis en train de voir la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Si Kagame ne veut pas aller à Washington, je pense qu'il y aura, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais je suis en train de sentir un jet d'alliance qui est en train de se faire là actuellement. Il y a les États-Unis qui se positionnent avec la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi et même la Tanzanie et même l'Ouganda est en train de se détourner complètement du Rwanda. Je ne sais pas si vous remarquez cela, mais moi je suis en train de sentir tout le monde est en train de se débarrasser du Rwanda. Le Rwanda maintenant est en train de chercher d'autres alliances. Le Rwanda est allé au Pakistan, je pense. Ils sont allés en la Russie. Ils sont allés en Chine, en Russie. C'est l'une des raisons, je pense, le président de la République a reçu rapidement l'ambassadeur de la Russie en République démocratique du Congo. Vous avez vu ces images-là. Donc, il y a comme un positionnement. Alors, tout cela, c'est par rapport à ce qui va se passer si le Rwanda ne signe pas les accords. Alors, Paul Kagame sera sanctionné et je pense qu'on va les pousser à la sortie. Aujourd'hui, j'ai suivi, il y a une déclaration de la madame Victoire Ingabire qui dit que non, on ne peut pas signer les accords de la RDC sans penser aux personnes qui sont exclues, qui sont marginalisées, qui sont bafouées, dont les droits sont bafoués au Rwanda. Donc, je pense qu'on va arriver au point de dire, comme lui, il est vraiment l'obstacle à la paix et que nous, on veut venir investir dans cette partie de la République, les fonds vont venir parce que normalement, comment je peux dire ça? Je vois les sorts de Savimbi réservés à Kagame, où les investissements prennent place à la guerre. Alors pour cela, il faut enlever l'obstacle. Et l'obstacle, c'est Kagame. Alors pour Kabila, je pense que Kabila sera inculpé. Je ne sais pas pour Katumbi, mais Kabila sera inculpé pour usage de faux.
je pense que Kabila sera inculpé, et soit il sera en prison pour trahison. Parce que vraiment, je veux parler de ce que monsieur le vice-ministre des Transports a parlé. Vraiment, il y a beaucoup d'éléments de trahison. Beaucoup d'éléments de trahison. Alors, je pense que Senko et CC, on ne va pas leur donner ce dialogue-là et ils ne pourront pas vraiment diriger, piloter ce dialogue-là. Et d'ailleurs, je prédis que vraiment, ils vont disparaître. Ils n'auront aucune crédibilité après avoir comploté pour tuer. Vous sommes les hommes et des dieux qui complotent pour tuer quelqu'un. C'est terrible ça. Comment un Congolais peut accepter ça? Vous, les chrétiens catholiques, comment vous pouvez accepter que quelqu'un, vraiment, les gens se mettent pour parler de la mort de quelqu'un? Bah. Et même Fayoulou, comment tu peux aller t'asseoir avec des gens comme ça? Les gens Bah. Alors, combien de gens ils ont déjà tués? Ça, c'est... OK. Maintenant, pour les M23, AFC, je pense que ils seront défaits. Après, soit ils vont aller au campement, ils seront désarmés, ils seront dessous, on va les dissoudre. Et puis après, beaucoup d'entre eux soit seront jugés à Kinshasa, soit seront jugés à la CPI. Alors, très chers frères et sœurs, je dois continuer pour vraiment vous montrer que pourquoi je pense que Félix Tshisekedi, c'est Dieu qui l'a envoyé et qui nous l'a donné. Vous savez, c'est la sortie de Bemba. C'est la sortie de Bemba. Je sentais qu'il y avait quelque chose de foul, quelque chose de pourri, comme on dit, quelque chose de pas clair, quelque chose de pas pur avec les évêques. Je le sentais moi-même depuis toujours. Je le sentais, mais le chairman nous a donné beaucoup d'éléments et nous savons maintenant que ces gens-là vraiment n'aiment pas notre pays. Ces gens-là n'aiment pas notre pays. C'est ce que moi je disais toujours. Ces gens-là n'aiment pas notre pays. Alors, c'est pour cette raison que je dois maintenant parler un peu de la Senko et CC. Alors, vraiment, donnez-moi un peu de temps de mettre un peu d'ordre dans mes affaires parce que j'ai l'impression que je suis un peu perdu par rapport à mes papiers là. Voilà. Et pardonnez-moi. OK. Donnez-moi un peu de temps, je vais mettre dans mes affaires. Il y a quelque chose qui est perdu. Je ne sais pas ce que je voulais dire. OK, je me retrouve. Je me retrouve. Alors, je voulais parler de la sortie de M. Jean-Pierre Bemba. Alors, parce que vraiment, il a dit beaucoup de choses intéressantes. Beaucoup de choses intéressantes. Beaucoup de choses intéressantes. Alors d'abord, la première des choses que je constate, c'est que à suivre Jean-Pierre Bemba en général, il a une certaine maîtrise de ce département du transport. Ça, c'est la deuxième fois que je suis et il parle vraiment avec aise. Il connaît tout, il connaît les chiffres et tout. Ça me surprend, ça il faut le dire. Même si vous ne l'aimez pas, il faut le dire que vraiment, je sens de la compétence, je sens la maîtrise tout au moins dans son département. Alors, Jean-Pierre Bemba a dit certaines choses, par exemple, sur le rôle historique du président de la République. Mais il a dit des phrases qui sont vraiment très importantes. Les Congolais aux Congolais.
La Senko, ECC, Kabila, Katumbi complotent pour tuer, évincer le président du pouvoir. Ça, on le savait. Ça, on le savait. Mais maintenant que ça vient de sa bouche, ça prend une certaine autorité. Donc, cette histoire des 66 millions est une vérité. Parce que je venais de suivre ça de Jean-Pierre Pemba. J'ai suivi ça de l'actuel ministre des Finances, M. Fouamba. J'ai suivi cela de M. Michiki. Donc, au moins, et Michiki, lui, dit qu'il était ministre de l'énergie, et cet argent-là sortait du ministre de l'énergie. Donc, vous comprenez que vraiment, Kabila, je ne sais pas, il est venu vraiment pour vraiment voler, donner de l'argent, sécuriser son pouvoir en donnant de l'argent régulièrement au Rwanda, si cela est vrai. Alors, il a encore dit que Kabila était membre de l'armée rwandaise et protégé par eux aussi maintenant à Goma. Parce qu'il y avait, j'avais suivi les gens de Top Congo, Madame et Myriam Bokechu qui posaient la question, discutaient qu'est-ce qui protège Kabila à Goma. Maintenant, nous savons que Kabila est protégé par l'armée rwandaise. Maintenant, il n'y a plus question. Il est protégé par l'armée rwandaise. Alors, messieurs, M. Tchaman dit aussi que Kabila n'est pas congolais. Il n'est pas le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Alors, c'est là où j'ai vu vraiment, d'abord, nous Congolais, c'est une honte pour nous Congolais d'avoir accepté que quelqu'un qu'on ne connaît ni père ni mère, quelqu'un qui n'a même pas, je ne sais pas, moi par exemple, là, moi là, maintenant, là, cette vidéo-là, si vous l'envoyez, il y a des gens qui vont me reconnaître. Il y a des gens qui vont me reconnaître. Envoyez seulement, partagez un peu plus. Il y a des gens qui vont me reconnaître, avec qui j'étais à l'école, avec qui j'ai joué au foot, avec qui je suis allé nager, avec qui je suis allé faire la pêche, avec qui... Donc, il y a beaucoup, dans le Parlement même, il y a 2 personnes dans le Parlement actuel avec qui je joue au foot, avec qui j'ai grandi. Alors, demandez à Kabila avec qui il a grandi. Avec qui il a grandi. Alors, les temps où j'étais allié, c'est les gens où j'étais allié PNU. Donc, vous comprenez, donc, si on demande, ça, il y a beaucoup d'éléments d'obscurité. C'est pourquoi j'ai honte pour nous Congolais si on n'arrive toujours pas à trouver vraiment, à parler clairement de l'identité de de Félix, de Joseph Kabila. Alors, pour finir cette histoire, vraiment, c'est Kabila qui peut finir cette histoire. Kabila peut faire tout simplement un test ADN et cette histoire est finie complètement. Quand il y avait vraiment, je ne sais pas, une histoire comme ça aux États-Unis comment il s'appelle? Contre Obama. Obama est parti, il a sorti son birth certificate, ou je ne sais pas, comment on dit, certificat de naissance en français, comment on dit, son acte de naissance. Donc, il n'y a pas, il faut quand même, si acte de naissance, ça s'achète maintenant là-bas chez nous, mais au moins tu nous amènes vraiment, je suis allé à l'école primaire ici, voilà les gens qui étaient avec moi, voilà, donc, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Mais, alors, maintenant, je pense là où vraiment le rôle de Kabila est grave, c'est le fait seulement que Kabila était dans l'armée rwandaise et était vraiment en train de travailler pour la colonisation de la République démocratique du Congo, la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et là, je pense que c'est le pire même. C'est le pire, le pire, le pire. C'est pire. Et c'est pour cette raison, moi, je pense que la sortie de monsieur le chairman était vraiment quelque chose qui va nous aider au moins sur le point politique. Je parle seulement politique, politiquement, je parle seulement politiquement. Je pense que vraiment, ça met Kabila et son camp dans une situation difficile. Ça met
la Senko ECC dans une situation difficile. Par exemple, la Senko ECC doivent nous dire si vraiment ils ont comploté contre le président de la République. Et pourquoi ils ne condamnent pas le Rwanda, pourquoi ils ne condamnent pas la présence de Kabila à Go. Comment ils ont eu l'accès? Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qui a facilité l'accès chez Kagame, chez Sassou Nguesso, chez Luanda. Qu'est-ce qui a facilité l'entrée à l'Élysée? Qu'est-ce qui a facilité? Donc, on doit connaître tout cela. Vous ne pouvez pas prétendre vraiment venir faire une négociation ou tout au moins présider sur un dialogue national, quelque chose qui va nous réconcilier tous et vraiment ne pas nous dire la vérité. Cela va de soi pour messieurs Fayoul. On ne peut pas accepter que vous cherchez un dialogue inclusif et que dans ce dialogue inclusif, maintenant nous savons, maintenant il n'y a pas d'ombre de doute, il n'y a même pas. Maintenant nous savons que AFC M23, c'est vraiment de pantins, ce sont des marionnettes du Rwanda, ce sont vraiment des gens par lesquels le Rwanda va prendre de l'influence sur notre pays. Alors si nous le savons, est-ce qu'il faut vraiment inclure ces gens-là dans nos discussions? Vraiment? Et c'est ce que vous appelez inclusif? Amener le Rwandais dans nos discussions? C'est pour cette raison, si on est logique, on ne peut pas accepter qu'il y ait un dialogue inclusif dans lequel on va traiter les marionnettes, le patin du Rwanda de la même façon que les gens qui sont patriotes. Vous êtes du camp de la patrie. Je ne peux pas comprendre qu'on peut aussi accepter que la Senko ECC dirige ou tout au moins pilote ses assises si vraiment ils ne sont pas, on ne sait pas s'ils sont du camp de la patrie ou ils sont avec l'ennemi. C'est clair, c'est pour cette raison. Moi, personnellement, je pense que cette histoire de dialogue national, inclusif, réconciliation, tout ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On peut même l'organiser, mais sans la Senko et sans Kabila, sans Katumbi et sans les gens du M23 AFC. Vraiment, si on les fait, je suis d'accord. Mais les mélanger, tous ces gens-là, c'est mélanger vraiment, comme on dit, la chèvre et quoi? Et les pondous. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Alors, très chers frères et sœurs, je voulais partager avec vous cette petite analyse que j'ai faite, qui me paraît très intéressante. Donnez-moi un peu de likes et donnez-moi un peu des commentaires et surtout partagez pour que beaucoup de gens voient mon analyse. Que le Seigneur vous bénisse.